Amis auditeurs, bonjour, vous êtes bien sur Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'Écho des Canuts. Une émission qui risque d'être un peu longue, mais vous en avez l'habitude malheureusement, puisque je vais aborder avec le capitaine, que je vais vous présenter juste après, une émission assez particulière puisqu'on va évoquer les routes commerciales antiques qui mènent aux guerres modernes, et entre commerce et géopolitique, pour évoquer la guerre entre la City de Londres et Wall Street, à travers notamment HSBC, la Chine, et donc son alliance avec le Royaume-Uni. Donc une émission qui va partir un peu dans tous les sens, mais il y a un fil conducteur très clair. Et donc le capitaine va nous expliquer tout ça. Capitaine, qui êtes-vous ? Alors donc je suis le capitaine Pierre Classe. J'ai servi dans les troupes aéroportées. La suite d'un attentat, j'ai perdu mon œil gauche et donc je me suis réorienté, j'ai été réorienté vers le renseignement militaire, d'abord dans une URH, une unité de recherche humaine, alors aéromobile cette fois, et le RCAM, où j'ai d'ailleurs fait la connaissance d'Erwan Castel, puisqu'on était ensemble et on a fait notre stage d'officier de renseignement ensemble. Par la suite, donc, j'ai quitté prématurément le service actif après 2 années d'hôpital. Et là, j'ai commencé, après avoir servi pendant un quart de siècle, j'ai commencé à me poser des questions que j'aurais peut-être dû me poser auparavant, c'est-à-dire savoir en fait pourquoi, je me les suis toujours posé, mais je ne trouvais pas les réponses. Pourquoi on est susceptible de tuer des gens et surtout de faire tuer nos soldats, enfin pas surtout, de tuer des gens et de faire tuer nos soldats. Parce que je me suis aperçu que depuis le début, j'avais été abusé en fait. Et je ne suis pas le seul. Alors, bien sûr, j'en ai pris conscience avant de quitter le service actif, ne serait-ce que pendant la première guerre du Golfe ou la guerre de Yougoslavie, qui nous a tous perturbés, ou lorsque l'attentat de Drakkar a été attribué à la Syrie, alors que la Syrie n'était pas ni le commanditaire, ni le réalisateur de cet attentat. Eh bien, où nous avons perdu 58 camarades, dont mon camarade Antoine Dejean de la Bâtie. Et donc, ça nous a marqué d'ailleurs, toute ma génération. Et donc, on a commencé à se poser des questions, tous plus ou moins, sur la manière dont les soldats et les officiers sont instrumentés. Je dis bien instrumentés, je ne dis pas instrumentalisés, c'est un mot qui n'existait dans aucun de nos dictionnaires il y a moins de 10 ans, c'est un anglicisme. Et donc, nous avons commencé à nous poser des questions et à chercher des réponses. Et la plupart de ceux d'entre nous qui ont trouvé ces réponses, c'est-à-dire que c'est des gens qui cherchaient vraiment, c'est pas des gens qui cherchaient à avoir raison, c'est des gens qui cherchaient à comprendre, sont rentrés vraiment en dissidence, il faut le dire. Donc voilà, je pense que c'est bien me décrire que de dire que je suis entré en dissidence. Ok, alors on va commencer ce long... Je peux préciser une chose, parce que je viens de dire qu'on était abusé, je vais vous donner un exemple très concret. Le 13 juillet 2011, l'adjudant-chef Laurent Marsol est tué en Kapisa, en Afghanistan. La question qui se pose, c'est pourquoi est-il mort ? À la guerre, c'était Schoenderfer qui nous le rappelait, dans la 317e section. À la guerre, pour le soldat, il ne se pose que 2 questions. Quel est l'objectif à atteindre et est-ce que l'objectif justifie les pertes ? L'adjudant-chef Laurent Marsol, sous-officier d'élite du 1er régiment de chasseurs parachutistes, Pamiers, est mort pour de l'opium. Lorsqu'après le 11 septembre, les Américains sont intervenus en Afghanistan, fin 2001, donc en fait début 2002, l'Afghanistan produisait 19 tonnes d'héroïne par an pour 185 tonnes d'opium. Il se trouve qu'il faut 7 kilos d'opium pour faire 1 kilo d'héroïne, mais le gramme se vend 187 fois plus cher. Et au moment de transporter, en termes de logistique, au lieu de transporter 7 tonnes, on n'en transporte plus qu'une. Mais elle vaut 187 fois plus cher. Et cette héroïne était transportée par les avions de l'OTAN qui se posaient sur la base de Bondsteel, qui se posent toujours sur la base de Bondsteel, au Kosovo. Et elle était là, distribuée par la mafia,
la mafia islamo-narco-terroriste albanaise, puisque le Kosovo est un État voyou, depuis qu'on l'a arraché à la Serbie. Donc voilà un exemple vraiment très très concret de la seule chose qui est vraiment quantifiable dans l'intervention américaine et ensuite française sous M. Sarkozy en Afghanistan. Nous avons fait tuer nos soldats pour de l'opium. Ça n'est pas tolérable. Alors cette introduction étant faite, c'est très important à la rigueur qu'on commence comme ça, puisque ce qu'on va mettre en évidence ici, c'est que ces routes commerciales antiques, ces comportements anciens, ont généré des mentalités anciennes, mais des mentalités qui sont reprises dans la modernité. Alors, capitaine, on va commencer notre périple historique avec, assez rapidement, les routes de la soie et des épices, et les différentes routes de la soie et les embûches qu'il y a pu y avoir sur ces routes commerciales et comment ça a été contourné, notamment par la mer. Alors, la première chose qu'il faut dire, absolument, c'est que des peuples différents ont des modes de vie différents. Ils sont dictés par la géographie. Napoléon disait « Tout change sauf la géographie ». Et les militaires savent, Napoléon était un militaire avant tout, les militaires savent que c'est le terrain qui commande. On ne décide pas dans ce domaine, on est obligé de s'adapter au terrain. On ne fait pas la guerre en montagne comme on fait la guerre en plaine, et on ne fait pas d'ailleurs de commerce en montagne comme on fait du commerce en plaine. Donc des peuples différents ont des modes de vie différents, ces modes de vie ont une influence sur le mode de pensée, le mode de pensée a une influence sur le mode d'expression, et le mode d'expression pérennise le mode de pensée. C'est-à-dire que même si le mode de vie a changé, si le mode d'expression subsiste, des concepts qui peuvent apparemment s'être estompés, ou en tout cas, lorsque le mode de vie a changé, des concepts peuvent perdurer au-delà d'un changement de mode de vie. Et alors, je vais prendre quelques exemples. Donc, des peuples différents ont des modes de vie différents. Ça ne sert à rien de donner une carte de crédit à un Indien Guarani au fin fond de la jungle amazonienne. D'abord, il n'y a pas de distributeur, et puis ça l'intéresse pas. Lui, il marche pieds nus dans la jungle. Il a sa sarbacane. Il trouvera toujours de quoi manger, de quoi subsister. Et voilà, la carte de crédit lui sert à rien. Un Inuit, ou un Esquimau si vous préférez, c'est pas la peine de lui donner un téléphone mobile en Yakoutie ou à la limite du Labrador ou du Groenland. Enfin, ça se réchauffe en ce moment, mais on a connu des températures de moins 70 degrés. Vous aviez des populations qui vivaient par moins 70 degrés. Le téléphone mobile, il a une autonomie de quelques minutes. Donc voilà, ça ne sert à rien. Et puis c'est pareil, l'aborigène australien, voilà, il sera pas intéressé par tout. Et lui, il est capable de survivre dans le bush australien. Il sera capable de rester des heures en s'aidant de sa lance pour reposer sa jambe droite ou sa jambe gauche. Et puis il attendra de voir passer la proie. Il saura toujours trouver de l'eau partout où il ira. Donc lui, il survivra dans le bush australien. Nous, avec toutes nos prétentions, dans la jungle amazonienne, sur la banquise ou dans le bush australien, on a une espérance de vie de 2 ou 3 jours, et encore, je ne suis pas sûr. L'Esquimau, il vit en symbiose avec son milieu naturel. Ça, c'est la vraie écologie. Ça, c'est la vraie écologie, c'est-à-dire qu'il va tuer un nounours de temps en temps pour avoir de la fourrure. Il va tout manger dans le nounours. Il va éventuellement tuer un phoque, et il utilisera l'ivoire un morse, pardon. Il utilisera l'ivoire de ses défenses pour faire la pointe de son harpon, par exemple, ou un poignard. Il aura tout utilisé, et puis dans son igloo, il survivra. À l'extérieur, il fait moins 70, moins 80, mais dans son igloo, il est à 0 degré. Et donc, lui est adapté à son milieu. Et je prends des exemples extrêmes, bien sûr. Mais par exemple, entre un français et un allemand, il y a des différences. Dans la langue allemande, le verbe arrive à la fin de la phrase. Donc l'enfant allemand, il attend que son papa ait fini de parler pour comprendre la phrase qui lui est dite. Et son papa enchaîne avec une deuxième phrase, donc il apprend à écouter.
Et lorsqu'il prend la parole, si jamais il y a une contradiction, ensuite devenu adulte, si dans une conversation, par exemple, ou dans un débat télévisé, il y a une contradiction dans le discours de son interlocuteur, il va la trouver puisqu'il l'aura laissé parler. Ce qui n'est pas le cas en France, puisqu'on vous coupe la parole dès que vous avez ouvert la bouche. Donc voilà, on a des mentalités différentes en deçà du Rhin, ou vous savez ce qu'on dit, hein, vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà. Eh bien, des peuples différents. Alors, et ça, pourquoi je vous dis ça en introduction ? Eh bien, parce que la mondialisation n'est pas possible. Bien sûr que la mondialisation, elle est en cours, qu'elle existe, qu'elle a existé. On va parler tout à l'heure de la route de la soie, c'était la mondialisation heureuse, mais elle n'est pas possible. C'est vrai qu'on est devenu le village mondial, qu'on a des moyens de communication qui nous permettent d'être tous reliés les uns aux autres, mais elle n'est pas possible sans respecter l'identité et la souveraineté des peuples. C'est à cela que je voulais en venir. Il est vain de croire qu'on pourra uniformiser et imposer, en plus, contre leur volonté, des schémas inadaptés à des peuples différents qui ont des modes de vie différents et des modes de pensée différents. Alors, à moins, évidemment, de leur imposer de force une seule langue, mais vous savez ce que ça va donner ? Ça va donner des gens qui seront enfermés dans des villes immenses, c'est déjà le cas, dans des mégalopoles immenses, où si jamais l'eau est coupée, on a 3 jours d'espérance de vie, et où on finira par s'étriper, comme le font les rats de Kaloun. Vous connaissez l'expérience des rats de Kaloun, hein. Kaloun, qui était un chercheur, avait fait 8 couples de rats aux 4 coins et sur les 4 côtés d'une grande pièce, avec tout ce dont il avait besoin, il manquait de rien, il pouvait faire des nids, ils avaient à manger, etc. À la fin, et il a reproduit l'expérience un certain nombre de fois, à la fin, ils s'entretuent. Donc, enfermer les hommes dans des cités immenses qui est totalement inadapté c'est totalement anti-écologique. Hein, parce que c'est la vraie écologie, c'est la symbiose, c'est l'homme adapté à son milieu. Voilà, donc ça c'est un préambule qui me paraît nécessaire avant d'aborder tout le reste. Bien, du coup, fort de ce premier constat que les hommes ont des mentalités différentes en fonction de leur habitat naturel, comment ils se sont organisés économiquement ou agrairement pour vivre ? Alors ça, effectivement, c'est un point très important. L'économie, hein, c'est Aristote le cite. En fait, c'est un mot grec, economia, qui signifie la gestion de la maison, en fait. Ce que je sais plus, je crois que c'était Raffarin aurait appelé la gestion de père de famille. En fait, il s'agit de survie. Il s'agit d'organiser sa survie. Mais la survie, ça n'est, contrairement à ce que disent les darwinistes, attention, ne pas confondre darwinien et darwiniste, ce que disent les darwinistes, la survie, c'est pas la loi du plus fort. C'est le contraire. Si vous lisez Kropotkin, vous apercevez qui nous parle de la survie par l'entraide, vous apercevez qu'en fait, l'humanité a survécu en soutenant les plus faibles. Si vous êtes isolé sur une île déserte, un naufragé, enfin vous êtes une équipe de naufragés, 7 ou 8 personnes, je ne sais pas, il va falloir exploiter les compétences de chacun. Et si par exemple il y a une femme et qu'elle n'est pas capable parce que peut-être elle est enceinte ou parce que tout simplement elle n'a pas la force de le faire, tout ça, ou un enfant, parce que je vois venir les critiques qui pourraient on va pas lui demander d'aller à la chasse à la pêche sous-marine au milieu des requins, on va pas lui demander d'aller à la chasse au milieu des tigres. On va par exemple lui confier le soin d'alimenter le feu ou d'aller chercher du bois, etc. Il y aura quelqu'un pour construire la cabane, il y aura quelqu'un pour aller chercher des fruits, il y aura quelqu'un pour aller effectivement pêcher ou chasser, il y aura quelqu'un. Donc chacun va prendre une part de la tâche et c'est cette solidarité qui fait la survie. La survie individuelle, ça n'existe pas. Ou en tout cas, ou alors un coup de chance, mais ça n'existe pas à l'échelle de l'humanité. Si l'humanité a dominé son environnement, c'est précisément parce qu'elle a fait le choix de protéger les plus faibles. Donc la loi du plus fort n'est pas la loi, c'est une loi antinaturelle. Elle paraît naturelle chez les prédateurs reptiliens, mais nous ne sommes justement pas que reptiliens.
Et donc nous vivons en société, l'homme est un animal social, hein, c'est pas moi qui le dis, et l'homme n'est rien hors de la cité. Ça c'est Aristote encore une fois, l'homme n'est rien hors de la cité. Donc c'est au sein de la cité qu'il se réalise, et il se réalise de manière harmonieuse. C'est-à-dire que ce qu'on va rechercher, c'est le bien commun. Alors bien commun, évidemment, ça suppose d'abord de définir ce qui est bien, le bien dans l'absolu, parce que... Et donc le bien, évidemment, ça va consister avant tout à assurer les besoins, les 5 besoins élémentaires d'un être humain, se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner et communiquer. Mais évidemment de manière harmonieuse. Parce que dès qu'il y a conflit, c'est la satisfaction de ces besoins sera menacée. Et donc... Et on voit, alors on va arriver au sujet que vous vouliez évoquer, on voit que les hommes, d'un bout à l'autre de la planète, ont des modes de vie différents, qui sont donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, induits par le climat, la géographie à la fois physique, mais aussi humaine. Il y a des espaces désertiques dans lesquels il est difficile de survivre, et donc les populations, effectivement, se concentrent plus facilement dans des espaces où il y a des ressources. Mais il y a des endroits où les hommes se sont adaptés, par exemple le désert, ou disons la zone tropicale aride, où ils se sont adaptés. Et là, eh bien, vous avez 2 modes de vie qui se séparent, mais qui peuvent être complémentaires. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Qui sont des modes de vie soit sédentaires, soit nomades. Et là, on a deux grands types de sociétés au départ qui se distinguent, mais qui ne sont pas forcément antagonistes. Et c'est tout l'intérêt de la route de la soie dont on va parler. La route de la soie a été pendant des... Alors, il faut savoir que la route de la soie, elle a, par rapport à nous, 7000 ans d'histoire. C'est 5000 ans avant Jésus-Christ. Alors, d'histoire, non, puisque l'histoire, c'est l'écriture, donc c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais d'archéologie, on a des traces archéologiques de l'existence de la route de la soie. Si on cherche chez Liev Gumilyov, qui est un des principaux historiens de la route de la soie, ou chez Friedrich von Richthofen, qui arrive après, qui arrive avant dans ses écrits, mais qui lui est un médiéviste et qui s'intéresse plutôt à la partie médiévale. Eh bien, on s'aperçoit que la route de la soie, elle existait 5000 ans avant nous, avant Jésus-Christ, avant notre ère, et que elle a été pendant des milliers d'années, pendant des millénaires, un pont entre l'Orient et l'Occident eurasiatique, c'est-à-dire un pont entre les 2 extrémités du continent eurasiatique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur cette route, alors je rappelle, elle partait de Urumqi à peu près, et puis elle aboutissait alors elle aboutissait d'abord dans un premier temps à Samarcande, donc la Sogdiane, de l'autre côté des cols du Palmyre, après avoir traversé le désert du Taklamakan, qui est bordé au nord par les monts du Tian Shan et au sud par le plateau himalayen, donc des reliefs qui culminent à parfois plus de 8000 mètres, et donc voilà. Mais où il y a des neiges éternelles. Donc, quand on suit la route de le désert du Taklamakan par le nord, on a le bassin du Tarim qui est constamment alimenté. Donc, il y a toujours de l'eau. Et donc, on arrive à Kashgar, au pied des monts du Pamir, et là, il faut franchir les monts du Pamir, qui sont élevés, mais c'est pas 8000 mètres. Donc, on arrive à descendre ensuite dans la plaine du Fergana, la dépression du Fergana, où coule le Sir Daria, qui se jette dans la mer d'Aral, et on arrive ensuite à Samarcande. Samarcande, aujourd'hui, on dirait que c'est la plateforme de logistique, c'est-à-dire le hub de redistribution, excusez-moi d'utiliser un anglicisme, mais voilà, c'est dans le vocabulaire actuel. Donc, et là se regroupe, alors, en Sogdiane, pour la route principale, qui est une route, comment dirais-je, qui suit l'axe de latitude, une route horizontale, d'est en ouest. Et puis, il y a des routes qui viennent se greffer dessus, notamment la route qui monte du sous-continent indien, en passant par la passe de Khyber, la passe de Khyber donc, qui permet de franchir l'Hindu Kush,
faut savoir, notamment, je fais une petite parenthèse, mais quand on fait une différence entre un Pakistanais et un Afghan, on dit n'importe quoi, puisque des deux côtés de la passe de Khyber, alors bien sûr, il y a pas que des Pashtuns en Afghanistan, mais bon, voilà, l'ethnie majoritaire, c'est la même des deux côtés de la passe de Khyber. Donc opposer les Afghans et les Pakistanais, c'est absurde. Et donc cette route qui remontait donc du sous-continent indien aboutissait en Bactriane et elle rejoignait la route principale qui est la route de la soie. Et quand Alexandre le Grand remonte cette route de la soie, Alexandre le Grand retourne aux sources des différentes routes qui alimentent son empire, sur le plan économique bien sûr. Donc, et alors, ça c'est la plateforme Samarcande, la Sogdiane, c'est la plateforme de redistribution des marchandises de la route de la soie. Quand vous lisez, par exemple, Lev Gumilov, qui n'est malheureusement pas traduit en français, il faut le lire soit en russe, soit en anglais, aux éditions C et T, quand vous lisez Lev Gumilov, il vous démontre que les Grecs connaissaient la soie au 5e siècle avant Jésus-Christ, que les Romains connaissaient la soie. Il donne même des détails extrêmement intéressants. Il dit par exemple que les patriciennes romaines appréciaient la soie parce que ça les protégeait des moustiques. Vous voyez, donc voilà, il connaît son sujet. Il n'est pas lu chez nous. C'est tout à fait regrettable, mais il n'est pas lu chez nous. Bon. Et donc ça veut dire que cette route est extrêmement ancienne et qu'elle a été en fait l'artère. L'artère, oui, elle a alimenté tous les échanges entre l'Orient et l'Occident. Elle a été un pont, en fait, entre l'Orient et l'Occident. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aux deux extrémités, il y avait des guerres. Notamment des guerres féodales. Alors, par exemple, vous avez... et à chaque fois, dans les guerres féodales, vous avez deux conceptions qui s'affrontent. Une conception centrifuge, qui est le féodalisme, et au contraire, une conception centralisatrice, qui est soit la monarchie, soit l'empire. Alors, par exemple, vous avez en Extrême-Orient, le mandarinat, qui a été un des féodalismes les plus rudes, et puis vous avez, par opposition, l'empereur qui, lui, centralise et qui utilise tous les moyens qui sont à sa disposition, et en particulier, il s'appuie sur le peuple, c'est-à-dire qu'il va défendre les intérêts du peuple contre les appétits des féodaux. C'est très important ce que je dis là, parce qu'on verra tout à l'heure que la finance a une structure féodale, la mafia a une structure féodale, donc la piraterie a une structure féodale. On ne peut pas diriger ces structures décentralisées sans avoir un système de vassalité et de suzeraineté. C'est pas possible. Donc c'est donc très important ce que je suis en train de dire pour comprendre le phénomène. Donc le système féodal est contourné également. Alors chez nous, c'est pareil, le monarque rend la justice. Alors l'image d'Épinal, Saint-Louis sous son chêne, qui rend la justice, mais pas seulement. Les villes franches et l'Église d'ailleurs, au passage, tenait sa part là-dedans pour protéger les affranchis qui essayaient de sortir du servage. Je rappelle que le servage, c'est la réduction de mobilité, c'est-à-dire que le cerf est attaché à la terre, il n'a pas le droit de se déplacer. Il est attaché à la terre de son seigneur et il doit rester sur la terre de son seigneur pour la cultiver. Donc c'est une forme d'exploitation qui va à l'encontre de la mobilité. Ce sont des chaînes, elles ne sont pas forcément visibles, mais ce sont des chaînes. Donc c'est une forme intermédiaire par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est une forme intermédiaire entre l'esclavage et, par exemple, l'exploitation de l'immigration. Par exemple, l'immigration, c'est une des deux principales survivances de l'esclavage. C'est fondé sur la mobilité de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, donc, on exploite la misère d'un pays en faisant venir des gens qui accepteront des conditions de travail qui, pour nous, sont dégradantes, parce que chez eux, c'est pire. Et deuxième système esclavagiste, la délocalisation de l'entreprise, là encore fondée sur la mobilité. Dans un cas, c'est la mobilité de la main-d'œuvre, dans l'autre cas, c'est la mobilité de l'entreprise. Mais là encore, on exploite la misère des pays dans lesquels on va délocaliser son entreprise pour faire baisser ses coûts de production. Donc ça, c'est typiquement du capitalisme sauvage ultralibéral
Et on voit bien que ces pratiques, non seulement n'ont pas disparu, mais elles se sont renforcées, en fait. Donc, donc la route de la soie, c'est en fait, ça va être la première mondialisation, et en fait, ça va être une mondialisation heureuse parce que les sociétés antiques ont une éthique. Ils ont une éthique, c'est-à-dire que dans la plupart de ces sociétés, il y a un conseil des sages, alors, une forme de démocratie d'une certaine manière, avec une certaine forme de subsidiarité ascendante. C'est-à-dire que, alors bien sûr, dans ces deux mondes que je décris, il y a évidemment, il n'y a pas que tout n'est pas parfait, hein, attention. Le caravanier, par exemple, il a un savoir-faire qui est fondé sur la mobilité, mais surtout sur le sens de l'orientation, hein, l'orientation, le secret de l'orientation, le secret des puits. Et on retrouve donc connaissance initiatique, et on retrouve cette connaissance initiatique chez les marins. C'est-à-dire que les marins, ils ont, alors avec le sextant, à l'époque c'était l'astrolabe, puis le sextant, les cartes marines, la connaissance des îles, l'île au trésor, premier paradis fiscal, hein, Stevenson, hein, et on retrouve d'ailleurs ces mêmes détails, par exemple dans les Contes des Mille et une Nuits. Je rappelle que dans les zones ultra arides, on marche pas le jour. Hein. C'est pas par hasard que ça s'appelle les Contes des Mille et une Nuits. On marche la nuit et on s'oriente aux étoiles. Le jour, on se met sous la tente et on attend que la chaleur passe. C'était comme ça que ça se faisait, en tout cas à l'époque. D'où les mages qui sont venus voir le Christ, hein, suivaient une constellation, la constellation du Berger, dont on sait qu'elle a bien existé. Et donc, et alors, c'est ce savoir-faire qui consiste à connaître à la fois l'orientation, les secrets de l'orientation et le secret des puits, ou les cartes marines, fait que le caravanier a un réel pouvoir sur la communauté qu'il dirige, parce qu'il détient cette connaissance. Et donc il va y avoir aussi d'autres comportements qui sont liés à la mobilité, qui ne sont pas forcément louables, notamment ce qu'on appelle la razzia, c'est-à-dire que si jamais on décide de faire une razzia et de s'enfuir ensuite dans le désert, ou de piller le littoral des côtes d'un pays quelconque, la Normandie par exemple, eh bien, personne n'est capable de vous suivre. Vous savez, vous avez tous vu ces films de ces westerns où on voit le shérif qui court après les braqueurs d'une banque locale. Et quand tout le monde arrive, les gens veulent bien l'accompagner, mais quand on arrive aux portes de la vallée de la mort, tout le monde se dégonfle. Alors il y a toujours un shérif héroïque qui continue à poursuivre les brigands, bien sûr, hein, ça c'est le cinéma, c'est Hollywood. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est que seuls les vrais nomades sont capables de se déplacer dans le désert. Et cette mobilité confère une impunité qui est criminogène. C'est-à-dire qu'il va y avoir une stratification qui va se produire dans les comportements, qui fait que au fil des siècles, des années, il va y avoir donc un phénomène qui va s'installer, qui est lié à l'impunité, et qui va donc exacerber le phénomène. Et l'impunité, il faut le rappeler ici, elle est très importante. Tu faisais tout à l'heure le parallèle, mais vis-à-vis des paradis fiscaux, donc c'est ça qu'il faudra voir en point d'orgue tout à l'heure. Voilà. Donc la route de la soie, c'est à mon avis la première mondialisation heureuse. C'était un pont et elle permettait à des gens qui étaient sédentaires de commercer avec d'autres sédentaires à l'autre bout de l'île monde, et dans des conditions qui étaient parce que l'éthique était au rendez-vous. Et alors là, c'est un point très très important qu'il faut comprendre. Sur cette route, il fallait pas de guerre. J'ai parlé de guerre féodale aux deux extrémités, mais sur cette route, il fallait pas de guerre. Les marchands n'en voulaient pas. Alors déjà, ils n'emportaient pas d'or avec eux, parce que ça aurait attisé la convoitise des brigands. Donc ils avaient déjà inventé la lettre de change. Quand Marco Polo, en 1271, enfin de 1271 à 1295, il n'était pas le premier, hein, parce qu'il y avait eu 3 ambassades. Il y avait eu celle de Jean de Carpin, qui avait été envoyée par le pape, et ensuite 2 ambassades envoyées par Louis IX pour requérir l'aide du grand khan Gengis Khan, qui était à Karakorum, en Haute-Mongolie, contre, donc c'était Gouyouk, si j'ai bonne mémoire.
mais Marco Polo, ayant entendu parler des bonnes dispositions des Khans Gengis Khanid, Kubilai Khan ou Guyuk, à l'égard des chrétiens, puisqu'ils étaient nestoriens, enfin beaucoup d'entre eux étaient nestoriens, leurs épouses notamment, leurs ministres, etc. Donc Marco Polo décide d'aller à la rencontre de ces gens-là, parce que la route de la soie a été coupée. Il faut bien comprendre que la route de la soie a été coupée. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure, c'est très important. Mais sur ces routes, donc, il ne fallait pas de conflit. Donc c'est sur la route de la soie que sont nées, si vous regardez bien, toutes les religions pacifistes ou monothéistes. Alors le monothéisme, au départ, il a une fonction, c'est-à-dire que plus on réduit le nombre des idoles, moins on a en théorie, moins on a de chances de voir les gens s'affronter pour des raisons philosophiques ou religieuses. Bon, on sait bien que ça n'a pas fonctionné, il n'y a absolument pas d'adéquation entre la théorie et la pratique, mais voilà, assurément, c'était le but. Alors qu'on parle du zoroastrisme, puis ensuite du judaïsme, puis ensuite monothéisme, donc. Alors, je cite le zoroastrisme, je pourrais parler de l'épopée de Gilgamesh, qui doit être connu, parce que c'est la Genèse, en fait. Mais ensuite, vous avez le bouddhisme. Alors, le bouddhisme, c'est une philosophie, mais d'abord, il n'y a qu'un seul Bouddha, et le bouddhisme est pacifiste. Et il a 600 ans d'avance sur le christianisme. 610 ans exactement. Je parle du christianisme, c'est-à-dire 70 ans après Jésus-Christ, c'est-à-dire la publication des évangiles, l'écriture des évangiles. Et donc 539 plus la différence. Et donc en fait, on voit bien que il y a une volonté, une vraie volonté d'éviter tout conflit sur la route pour pérenniser, sécuriser les échanges. Alors ça, c'est très important parce qu'il va y avoir un basculement et il va se produire entre 226 et 651 avec l'avènement de la dynastie sassanide au sein de l'Empire perse. L'Empire perse. Alors, cette route, elle passait, il faut retourner, voir bien quelle était cette route. Après Samarcande, elle allait vers là où était l'argent. Et là où était l'argent, c'est le croissant fertile. Le croissant fertile, c'est, je rappelle, la Mésopotamie, la vallée du Tigre et de l'Euphrate, la Phénicie. Phénicie, je rappelle que les Phéniciens étaient des commerçants qui ont créé Carthage, notamment. Et ensuite, la vallée du Nil. Donc il y avait 3 éléments dans le croissant fertile, je répète, la Mésopotamie, la Phénicie, la vallée du Nil. Et là, c'est là qu'était la richesse. Quand vous lisez la Torah, l'Ancien Testament, on vous parle, la terre que recherchait, la terre promise de Moïse, c'est la terre où coule le lait et le miel, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et c'est pas juste une image, ça correspond à une réalité. Et donc, c'est là qu'était l'argent. Et il se trouve que l'Empire perse, la dynastie sassanide, a instauré des taxes sur le passage des caravanes. Alors ça a complètement bouleversé l'histoire du monde, complètement. Parce que les Sogdiens, à partir du moment où il y avait des taxes, n'arrivaient plus à vendre leurs produits comme avant, puisqu'à partir du moment où il y a des taxes, les produits se renchérissent, et les gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter le produit, quel qu'il soit. Alors on dit la route de la soie, ça c'est une parenthèse que je dois faire, mais c'est pas la route de la soie, c'est la route des épices. Ça, c'est très important à comprendre. Bien sûr, la soie, c'était la marchandise phare, parce qu'effectivement, elle était une marchandise de luxe. Mais à l'époque, il n'y avait pas de chaîne du froid. Donc la conservation des aliments, par exemple, il y avait un certain nombre de procédés. Le salage, pareil, à la saison chaude, le salage, le fumage, etc. Et les épices, toutes sortes, l'ail, etc. Bon, des épices, mais aussi des moyens de se purger. Quand vous mangez des sushis, il faut prendre du wasabi pour vous débarrasser des éventuels parasites qui se trouveraient dans la nourriture puisqu'elle est crue, poisson cru. Et donc, les épices avaient une fonction essentielle de prophylaxie et de conservation des aliments. C'était vital, tout simplement vital.
Et donc, c'est pour ça que cette route était si importante. Et donc je ferme cette parenthèse, mais il faut bien comprendre que lorsque on perçoit des taxes sur des produits qui sont d'une première nécessité, ça pose un réel problème. Alors les Sogdiens se sont organisés avec les Byzantins pour faire passer la route de la soie qui passait donc par l'Empire sassanide, l'Empire perse au sud de la mer Caspienne, pour détourner la route de la soie au nord de la mer Caspienne, entre aux alentours de l'an 250 ou 200 ou 300. Et donc, c'est ce qui a fait la richesse de Byzance. Bien comprendre, c'est ça qui a fait la richesse de Byzance. Et donc, une réaction face aux taxes de l'Empire sassanide. Et c'est ce qui a amené l'empereur Constantin, en 313, à délocaliser sa capitale. Je rappelle qu'il était l'empereur de Rome et qu'il était... Alors, il était originaire des Balkans. Hein, c'était un Serbe, il venait de Nice. Il était originaire de Nice. Et donc, il connaissait le problème. Il était très bien situé pour connaître le problème. Et il a décidé donc de relocaliser sa capitale à Constantinople. Constantinople, la ville de Constantin. Constantinople. Alors, ça pose un problème parce que, évidemment, en abandonnant sa capitale historique et sa capitale administrative, politique, eh bien, il risquait d'avoir des soucis, parce qu'il y avait une secte à l'époque qui s'était développée, qui était la secte des chrétiens, et qui commençait à prendre de l'ampleur. C'était la secte des femmes et des esclaves. Donc, vous savez bien que l'élite est toujours restreinte, et que donc, les plus nombreux, c'est pas forcément... c'est au contraire, l'élite n'est jamais la plus nombreuse. Et donc c'était pas possible d'abandonner le terrain sans faire des concessions. Et donc, il a autorisé la religion chrétienne pour préserver la paix civile. Et donc à partir de ce moment-là, la religion chrétienne s'est développée à Rome, et l'évêque de Rome, qui était un évêque comme les autres, a pris plus d'importance que les autres. D'ailleurs, ça n'a pas particulièrement plu aux prêtres de l'orthodoxie, hein, donc de l'Église catholique, enfin chrétienne d'Orient. Et donc c'est en fait une des origines du schisme et ensuite de l'aggravation de ce schisme. Donc l'empereur Constantin s'installe à Byzance, et Byzance va devenir donc la capitale de l'Empire romain. Et il va se produire un truc, c'est que un certain nombre de flux commerciaux, qui passaient anciennement par le sud de la mer Caspienne, n'atteindront plus, par exemple, le Hedjaz. Et eh bien, vous avez des grandes familles de caravaniers qui sont... alors, à l'époque, dans ces régions-là, il y a quelques animistes, mais la plupart, mais la plupart putain, j'ai une... Le Hedjaz, pour... c'est en ville actuelle. C'est le long de la mer Rouge. C'est là où se trouve... donc, ce sont des reliefs qui sont le long du littoral oriental de la mer Rouge, en Arabie. Au nord-ouest de l'Arabie. Alors là, vous aviez des très grandes familles de caravaniers. Et là, à l'époque, il n'y avait que deux types de populations. Vous aviez des populations, de confessions. Hein. Vous aviez essentiellement, bon, bien sûr, il restait des animistes, mais vous aviez essentiellement des chrétiens et des juifs et des chrétiens. Essentiellement des juifs et des chrétiens. Hein. Et alors notamment la famille de Khadija, qui était donc l'héritière. Je rappelle que la judaïté se transmet par la femme, bien sûr. On n'est jamais sûr du père. En revanche, la mère, on sait vraiment qui c'est. Et donc la judaïté se transmet par la femme. Et donc Khadija était l'héritière richissime d'une famille de caravaniers, juive koraïchite. Et c'était, aujourd'hui on dirait que c'était une cougar, elle aimait bien les petits jeunes, elle a jeté son dévolu sur un jeune berger qui certes était illettré, mais qui était très 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 intelligent, et qui a vite compris quels étaient les enjeux. Hein.
et qui va en fait, après la mort de son épouse, essayer de reconquérir, hein, de reprendre le contrôle de ses flux commerciaux. Hein. Et si vous regardez bien ce qui se passe après sa mort, donc l'an 1 de l'Hégire, hein, c'est 622. Hein, ce que tu n'as pas dit là, c'est que c'est le prophète Mahomet, en fait. Oui, bien sûr, mais je pensais que tout le monde avait compris. Oui, c'est vrai, c'est le prophète, absolument. Absolument. Et donc, il a donc dès le départ, ses héritiers vont s'orienter dans deux directions. Ils vont prendre Alexandrie en 642, donc 10 ans après sa mort. Il meurt en 632, donc il n'a pas le temps de terminer son œuvre, mais son gendre notamment et ses héritiers vont poursuivre son œuvre. Et en 642, très précisément, les Arabes donc islamisés vont prendre Alexandrie, 642, et vont s'attaquer à l'Empire sassanide. Donc là, c'est à l'ouest, hein, le long de le littoral méditerranéen, et à l'est, ils vont s'attaquer à l'Empire sassanide, qu'ils vont prendre en 651, 9 ans plus tard. Et il va leur falloir encore un siècle pour s'emparer de Samarcande. Samarcande tombera en 751. Et là, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que si vous regardez la carte, vous vous apercevez que l'Empire khazar, dont on parle beaucoup en ce moment, hein, parce qu'il y a une nouvelle école de pensée en Israël, dirigée, enfin menée principalement par deux universitaires, enfin les plus connus, qui sont Ilian Papé et Shlomo Sant, qui a exhumé un certain nombre de faits importants, hein, concernant l'Empire khazar. L'Empire khazar est précisément sur cette route qui avait été détourné au nord de la Caspienne. Il s'étend très exactement entre Samarcande et Byzance. Alors ça fait une espèce de triangle, hein, qui monte au nord, mais la base de ce triangle, hein, elle est principalement entre Samarcande et Byzance. Et donc, en fait, l'argument l'existence de cet empire, eh ben, il est géo-économique. C'est-à-dire qu'on est sur la route de la soie, la route nord de la soie. Et lorsque le roi Boulan, en 740, voit que les musulmans vont prendre Samarcande 11 ans plus tard, c'est inexorable, il s'inquiète. Il se dit, il va y avoir un problème là. Et il se dit, comment est-ce que moi, qui toujours été justement dans une démarche paisible, hein, qui permettait d'assurer la pérennité des échanges, comment est-ce que je peux tirer mon épingle du jeu? Ben, très, très simple. Il se dit, il y a deux religions qui s'affrontent. L'une est chrétienne, l'autre est musulmane. Moi, je vais convertir mon peuple à la religion mère, hein, qui sera... Et il convertit son peuple à la religion judaïque. Et pas du tout dans un but pacifiste, en fait, hein, quand on regarde bien, dans un but qui est toujours la même démarche, pas de guerre sur la route. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que on va évidemment tout à l'heure parler du conflit ukrainien, parce que c'est on est dans l'aboutissement d'un processus. On ne peut pas parler du conflit ukrainien sans parler de l'Empire khazar, c'est pas possible. Donc voilà, je pense que c'est important de comprendre ça. Alors la route de la soie est donc coupée en 751 par la prise de Samarcande. Et il va y avoir un certain nombre de tentatives pour rétablir le flux qui s'est tari, qui a été coupé. Alors, coupé, pas exactement, mais simplement, les marchandises qu'on achetait directement aux Sogdiens, on va devoir les acheter aux Arabes. Et les Vénitiens, d'ailleurs, se gêneront pas, les Vénitiens, les Génois se gêneront pas pour commercer avec les Arabes, hein, soyons clairs. Mais ça les embête, parce qu'évidemment... d'abord, il y a un statut, qui est le statut de dhimmi, qui fait que les roumis n'ont pas les mêmes droits que les fidèles. Les infidèles n'ont pas les mêmes droits que les infidèles. Et donc, en toute logique, hein, c'est la manière de raisonner de l'époque. Hein, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Hein, c'était comme ça, et point à la ligne. Et donc, on n'a pas les mêmes avantages selon qu'on est musulman ou qu'on ne l'est pas. Et donc, ça pose un problème. Et ça va mener aux croisades. Parce que les croisades, en fait, on nous a raconté toute une histoire de libérer le tombeau du Christ, etc. Non.
les croisades, c'est la reconquête par les cités marchandes italiennes, principalement Venise, Gênes ou Pise, du débouché, de l'épicentre du débouché de la route de la soie, c'est-à-dire la Phénicie. Et c'est rien d'autre. Alors évidemment, bien sûr que le fait religieux, il a son importance, puisqu'il est constitutif de l'identité des communautés qui se sont affrontées. Mais elles ne se sont pas affrontées pour des raisons religieuses, elles se sont affrontées à l'évidence pour des raisons commerciales, pour des raisons économiques. De toute façon, toute guerre, par définition, est économique. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'une guerre, ça coûte cher. Et il faut donc la financer, au départ. Et donc c'est celui qui finance qui décide, toujours. Alors après, bien sûr, il peut y avoir des agents d'influence. Le pape Urbain II, en l'occurrence, a mis son réseau de l'abbaye de Cluny, qui est ramifié dans toute l'Europe, au service de la croisade. Mais la croisade, c'est une guerre économique. Et si vous lisez René Grousset, alors moi j'ai lu ça quand j'avais 20 ans, j'étais jeune, l'épopée, etc. Puis quand j'ai quitté le service actif, quand j'ai quitté ma fonction de militaire, je me suis repenché sur ces questions-là, j'ai relu l'épopée des croisades de René Grousset, et là je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'une cité du littoral phénicien, donc la Palestine en fait, était attaquée par les croisés, je sais pas, par Antioche ou Tyr, eh bien vous aviez une escadre génoise, vénitienne ou pisane qui arrivait avec toute la logistique. Les quartiers de bœuf, la sellerie. Les chevaux, ils avaient adopté des chevaux arabes parce que leurs percherons, c'était pas terrible. Mais voilà, ils avaient aussi abandonné les armures pour choisir la cotte de maille. Mais pour le reste, les madriers, tous les échelles, les catapultes, les machines de guerre, etc. Ne serait-ce que les épées, les pointes de lance ou de flèches, etc. Tout l'armement, etc., ça arrivait, et puis voilà, tout. Et ça arrivait par navire, donc cité marchande et maritime italienne, et immédiatement après la prise de la cité, les Vénitiens ou les Génois installaient un comptoir détaxé. Sur place. C'est les Américains de l'époque. D'ailleurs, les Américains s'inspirent, il faut bien le savoir. Les Américains, dans les universités américaines, on connaît parfaitement l'histoire de la Grèce antique, de la Rome antique et de cette période, c'est-à-dire les croisades. Le groupe Carlyle n'a rien inventé finalement. Absolument. On est exactement dans ce schéma. Donc il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Simplement, moi, quand j'étais gamin, j'ai lu ça, je me souviens... Alors, Godefroy de Bouillon, qui faisait 7 pieds de haut, qui coupe la tête d'un chameau d'un seul coup d'épée, la Sainte-Lance, le Tancrède et Bohémond, enfin, Bohémond le Magnifique et son neveu Tancrède qui rentrent à la cour du Basileus, la fille du Basileus, donc c'était Alexis Comnène, la fille du Basileus, Anne Comnène, tombe raide amoureuse de ce grand géant Tancrède au blond aux yeux bleus, et elle fait la chronique des croisades. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, derrière, il y a les Vénitiens. Et d'ailleurs, le Basileus ne s'y est pas trompé, puisqu'il a chassé les Vénitiens en 1171, et 33 ans plus tard, en 1204, les Vénitiens reviennent à la charge et font le sac de Constantinople. Alors il faut juste préciser que c'est la 4e croisade et qu'au passage, les Vénitiens décident d'aller piller Constantinople. Voilà, c'est cela. C'est exactement cela. Donc pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont été virés, donc ils sont revenus. Donc ils avaient perdu le comptoir et ils vont attaquer une ville alliée pour reprendre leur comptoir. Une ville chrétienne, et ils vont créer une situation qui... que les orthodoxes ne nous ont toujours pas pardonné, et on peut les comprendre, puisque c'est ce qui a entraîné le déclin de Constantinople, donc de Byzance, de Constantinople, et qui a conduit donc à la prise de contrôle de toute la région par à la suite les Ottomans. Les Ottomans qui, je le rappelle, sont des Tataro-Mongols. Ce sont pas... parce qu'il y a eu... c'est important pour la suite, mais j'y reviendrai. Ok. Alors, il y a les routes terrestres. Je pense qu'on a fait un panorama... Oui, tout à fait. Alors, la route est coupée. Alors, ça, c'est très important. La route est coupée. Et donc, il va y avoir plusieurs tentatives pour la rétablir. Alors, je viens de parler des croisades, mais il va y avoir d'autres tentatives. Parce que, par exemple, vous avez l'amiral Zheng He, parce que nous, on a perdu nos fournisseurs, puisque les marchandises n'arrivent plus. Mais les Chinois, ils ont perdu leurs clients. Pour eux, c'est dramatique.
Ils se sont appauvris. Ils ont été obligés de construire une muraille pour éviter d'être attaqués par les nomades des steppes, qui venaient du nord. Et puis, mais maintenant, ils sont carrément... la route est coupée. Alors, elle n'est pas complètement coupée, bien sûr. Mais avec les taxes qui se sont instaurées, voilà, les affaires vont mal. Et donc ils vont faire plusieurs tentatives, et notamment les tentatives de l'amiral Zheng He, qui va faire 7 expéditions dans l'océan Indien pour essayer de contourner le verrou musulman. Vous voyez ? Donc, alors évidemment, à chaque fois, ils butent sur des contrées qui sont déjà aux mains des musulmans, donc ils vont renoncer. Mais voilà. Et on retrouve aujourd'hui cette espèce de tentative de désencerclement, ce jeu de go, vous voyez, qui est déjà à l'œuvre. On le retrouve aujourd'hui avec le collier de perles et les nouvelles routes de la soie. Le bord, one belt, one road, une ceinture et une route, avec le collier de perles, donc les ports de l'océan Indien et les routes transcontinentales qui vont jusqu'en Europe au départ de Urumqi. Donc, ou Urumqi si vous préférez. Et donc on est bien dans toujours cette artère vitale pour tout le monde et qui perdure aujourd'hui. Alors, quand finalement la Syrie franque va perdre le contrôle, enfin quand les Francs vont perdre le contrôle de la Syrie, c'est-à-dire en fait de la Phénicie, l'épicentre du croissant fertile, il va falloir trouver une solution. Et la solution, ça va être la recherche d'une route à l'ouest, puisqu'on sait déjà depuis Ptolémée que la Terre a une forme sphérique. En revanche, il y a encore des doutes sur un certain nombre de choses, mais voilà. Et vous avez un Génois, c'est intéressant de le rappeler, c'est un Génois, c'est Christophe Colomb, qui décide, lui, d'essayer de trouver une route à l'ouest. Si on cherche une route à l'ouest, c'est parce que la route de la soie est coupée. Bien le comprendre. On essaye de restaurer la route de la soie. Là encore, Christophe Colomb, c'est un marchand génois. D'accord ? C'est un marchand, c'est un marin, mais c'est une cité marchande maritime italienne. Donc, alors, il fait partie du Saint-Empire romain germanique, c'est pour ça qu'il peut s'adresser à la reine catholique Isabelle, voilà, Ferdinand et Isabelle, les rois catholiques d'Aragon et de Castille et d'Aragon, et donc parce que c'est le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire que dans cette histoire, les Italiens, les Germains et les Ibères ne sont pas lésés. Et alors donc ils vont découvrir cette route, donc après la chute, la fin de la Reconquista qui après 7... Il faut que tu précises, quand tu dis ils sont pas lésés, ça veut dire que le pape vient de leur autoriser... Alors oui, c'est important, il faut le dire. Très bien, oui, effectivement, j'aurais pu oublier. Cette découverte du Nouveau Monde va entraîner une décision d'un pape, le pire de tous, c'est certainement le pape qui a fait le plus de tort à la chrétienté dans l'histoire. D'ailleurs, la réforme survient 15 ans après sa mort. Il s'agit du pape Alexandre VI Borgia, comme tout le monde sait, qu'il empoisonnait ses commensaux ou ses concurrents ou je ne sais quoi, un pape simoniaque qui avait 8 femmes et autant d'enfants, qui organisait des orgies au Vatican. Donc voilà, et ce personnage odieux, mais qui détient une véritable autorité morale, en tout cas intellectuelle, et donc va couper le monde en deux. Il va partager le monde en deux et il va octroyer les deux moitiés du monde aux bons élèves de la chrétienté qui sont les Portugais et les Espagnols, parce qu'ils viennent de repousser l'infidèle par la Reconquista. Et donc ce sont les bons élèves de la chrétienté, alors que les Francs ont échoué en Syrie. La Syrie franque est aux mains des infidèles, au sens non chrétien. Et donc il va publier une bulle papale, qui est la bulle Et Caetera, dans laquelle il partage le monde en deux, en 1493, à l'est d'un méridien qui passe dans l'Atlantique, à l'est donc les Portugais et à l'ouest les Espagnols, puisque c'est un marin génois, mais au service de la couronne d'Espagne, qui a découvert le Nouveau Monde. Alors évidemment, ça va susciter des controverses, des mécontentements. Le premier d'ailleurs, c'est celui des Portugais qui disent « mais nous on aimerait bien avoir un bout du Nouveau Monde ».
Alors ils vont s'arranger directement avec les Espagnols. C'est le traité de Tordesillas en 1494 qui redéfinit ce partage et qui va accorder donc aux Portugais, notamment le Brésil. Mais voilà, dans cette histoire, bon, alors les Germains ne sont pas lésés puisque c'est l'empire, le Saint-Empire romain germanique, donc eux ne sont pas particulièrement. Je rappelle que Charles Quint parlait très mal l'allemand. Charles Quint passait presque toute son existence dans la péninsule ibérique, et que, en revanche, les Français, le royaume de France et le royaume d'Angleterre, eux, sont laissés pour compte. Alors ils vont se plaindre, François Ier va se plaindre, on va lui invoquer la donation de Constantin, enfin tout un tas d'arguments tout aussi fallacieux les uns que les autres. Mais François Ier va tirer son épingle du jeu grâce à l'industrie du luxe. Là, c'est la Renaissance. Voilà, on est revenu vers... on est revenu... Qui dit Renaissance, c'est un terme que j'aime pas parce que c'est supposer qu'il y a eu une période d'obscurantisme ou avec laquelle je suis pas forcément d'accord, mais bon. En tout cas, François Ier et surtout donc la société française a développé une industrie du luxe qui va lui permettre de capter l'or des Incas sans avoir à construire une marine et à partir dans une aventure coloniale qui a été d'ailleurs désastreuse pour l'Espagne. Parce que je rappelle d'abord que l'Espagne a détruit son écosystème en faisant des navires et des navires marchands et ensuite militaires, navires de guerre, donc détruit ses forêts, déboisé, et en plus s'est installé dans un système d'économie monolithique qui l'a privé de développer un système économique harmonieux, en tout cas équilibré. Bon. Alors donc la France va tirer son épingle du jeu par le biais de l'industrie du luxe, parce qu'elle a des manufactures, et elle a pris de l'avance d'ailleurs à cette époque-là sur la révolution industrielle qui va venir, mais elle prendra du retard pour d'autres raisons par la suite. Et l'Angleterre, elle va opter pour autre chose, puisque ce sont des pirates vikings. Je rappelle que l'Angleterre a été prise par des pirates vikings. Les pirates vikings qui avaient d'abord pris Lindisfarne, ensuite ont pris la Normandie. On en a eu marre au bout d'un moment. Alors ils arrivaient à la nuit tombée, ils remontaient le fleuve, ils tombaient chez les gens quand ils étaient déjà enivrés ou endormis, et ils partaient avec tout ce qu'ils pouvaient trouver, poules, cochons, éventuellement des femmes, de manière pas forcément très courageuse d'ailleurs. On nous présente toujours le guerrier viking comme non. Et alors je rappelle, attention, que tous les hommes du Nord ne sont pas des nomades. Parce que le guerrier viking, lui, c'est un nomade. C'est quelqu'un qui est dans la mobilité. C'est un marin, mais tous les marins, d'abord, ne sont pas des nomades. Vous avez des paysans de la mer, des guerriers. Ils ne sont pas des guerriers. Vous avez les paysans de la mer, qui sont les pêcheurs, qui reviennent au port, qui sont des sédentaires, en fait, qui s'éloignent du port, mais qui reviennent toujours. Un peu comme l'homme préhistorique qui quitte sa grotte pour aller à la chasse au mammouth. Il revient toujours à la grotte. Donc, alors, en revanche, le pirate viking, lui, c'est un nomade, et c'est quelqu'un qui compte sur la mobilité pour qui lui garantit l'impunité. Donc ils vont prendre la Normandie, on en a marre, on leur laisse la Normandie, et Guillaume le Conquérant donc va s'emparer de l'Angleterre en 1066, la bataille d'Hastings. Puis il va s'emparer. Alors je rappelle qu'il y a eu aussi, donc c'est les Danois dont on parle au départ, le Groenland qui appartient toujours au Danemark, et puis évidemment l'Amérique du Nord. Alors l'Amérique du Nord, on arrive là, il y a des populations autochtones, on les massacre copieusement, on s'en débarrasse. Je rappelle d'ailleurs que les Anglais n'étaient pas les premiers sur place. Il y avait eu des Français. Les Français étaient peu nombreux. Ils étaient entre 60 et 80 000 répartis sur le long des fleuves, depuis le Saint-Laurent jusqu'à la Nouvelle-Orléans, en suivant donc le Saint-Laurent, le lac Ontario, le lac Erie, le Wabash, l'Ohio, le Missouri et le Mississippi. Mais voilà, il devait y avoir une famille tous les 10 km ou quelque chose comme ça. Et donc, ils n'étaient absolument pas en mesure de combattre les Indiens. Donc, ils vivaient en symbiose avec les Indiens, en harmonie avec les Indiens. Quand les Anglais sont arrivés, évidemment, les Indiens ont pris le parti des Français, et c'est ce qui a entraîné leur extermination.
à l'aide déjà à l'époque, je le rappelle, hein, d'armes biologiques, puisqu'on a retrouvé la lettre du colonel Jeffrey Amherst en 1763, le 16 juillet 1763, dans lequel il conseille à son acolyte, un mercenaire suisse, colonel Bouquet, d'utiliser des couvertures, hein, pour infecter les Indiens. You will do well to try to inoculate the Indians by means of blankets and to try to any other means that could help to extirpate that execrable race. Donc, vous feriez bien d'inoculer les Indiens et d'essayer tout autre type de moyens, avec des couvertures, et d'essayer tout autre type de moyens pour éradiquer cette race exécrable. Donc voilà, darwinien avant l'heure. Et donc, c'est important parce que nous verrons tout à l'heure que la conquête de l'Ouest, ça a été le point de départ de la mondialisation, et je serai obligé d'y revenir. Un autre événement qui, suite à la victoire en 1492, la libération de Grenade, c'est la volonté en Espagne d'avoir un seul pays, une seule religion. Ça aura des conséquences très importantes. Cuius regio, je sais plus, j'ai oublié la formule. Eius religio, voilà. Ou c'est le contraire. Je ne suis pas latiniste au départ, mais la formule est connue. Et donc, effectivement, un royaume, une religion. Alors, effectivement, après les vicissitudes de la Reconquista, 700 ans de lutte pour reconquérir l'espace de la péninsule ibérique, les rois catholiques, hein, donc Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, vont décréter que la religion du royaume sera la religion catholique. Après tout, pourquoi pas, hein, j'ai parlé tout à l'heure du roi Boulane, qui lui avait décidé que la religion de son peuple, la Khazarie, de son royaume, la Khazarie, et de son peuple, les Khazars, serait le judaïsme. Bon, donc tout le monde fait ça. Et en tout cas à l'époque, et il n'y a pas de jugement de valeur à porter, ce serait faire un anachronisme de toute façon. Et donc cette règle va entraîner deux choses. D'abord, l'expulsion de tous les gens qui ne sont pas chrétiens, catholiques pour être plus précis, et la conversion de ceux qui veulent rester. C'est-à-dire que le choix qui est offert aux gens qui veulent rester, ils ne sont pas forcément chassés, on ne les chasse pas nécessairement, mais on leur demande, voilà, de vivre dans un... Parce que, il faut comprendre, vous avez un espace juridique, c'est la vraie définition de la patrie. La patrie, c'est un terme qui a deux acceptions. Une acception territoriale, hein, la terre, de nos pères. Donc une acception territoriale et une acception humaine, géographie physique et géographie humaine. La terre, géographie physique, de nos pères, géographie humaine. Pourquoi ? Parce que la patrie, c'est la juridiction dans laquelle s'appliquent les lois d'un peuple. J'ai dit tout à l'heure que des peuples différents avaient des modes de pensée différents, mais bien évidemment, ça induit des lois différentes. Des lois différentes. Un nomade, on le voit, ne vit pas comme un sédentaire, par exemple. Hein, mais j'ai parlé des Inuits, j'ai parlé des Indiens d'Amazonie, etc. Ou du Touareg. Le Touareg, il a un mode de vie qui est différent. Et j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi ils avaient un mode de pensée différent. Il n'y a pas de mot dans la langue des Touaregs pour dire l'igloo. Il n'y a pas de mot dans la langue des Inuits pour dire le palmier. Donc voilà, et c'est ce qui est valable pour des choses aussi concrètes que le palmier ou l'igloo, est encore plus évident pour des notions abstraites, et plus elles deviennent abstraites, plus elles vont s'écarter en fonction des modes de vie et des civilisations. Donc clairement, cette situation va entraîner, alors ça va entraîner des choix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont effectivement partir, mais il y a des gens qui vont rester, et notamment les maranes, c'est-à-dire les juifs qui se convertissent au christianisme. Mais est-ce qu'ils se convertissent vraiment ? Telle est la problématique. On s'aperçoit très rapidement que ce qu'on appelait les conversos étaient des faux convertis qui continuaient à pratiquer leur rite. Alors est-ce que c'est... là encore une fois, je ne veux pas apporter le jugement de valeur, hein, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal.
Mais voilà, ce sont les lois du pays et elles doivent être respectées. Et donc, très rapidement, l'Église va mettre en place un tribunal, qui est le tribunal de l'Inquisition, qui au départ avait une fonction qui était de débusquer les faux convertis. Alors, ça va entraîner évidemment des condamnations, etc. Et les Maranes vont être obligés de fuir l'Espagne. Et ils vont se réfugier où ? Eh bien, je rappelle que ce sont des possessions des Habsbourg, la famille des Habsbourg, famille en fait autrichienne, hein, et qui possèdent des terres en Hollande. Et ça s'appelle, donc, c'est les Pays-Bas espagnols. Les Pays-Bas espagnols. Donc, ils vont là où on a la même monnaie, où on a les mêmes règles, etc. Et ces Pays-Bas espagnols, ils ont développé d'autres centres commerciaux qui s'appellent la Hanse, les cités hanséatiques du nord de l'Europe. C'est un réseau de guildes marchandes qui commercent entre eux, qui organisent des foires, des échanges, et qui commercent également avec la Méditerranée. C'est-à-dire que y a des échanges entre les pays du sud, mais de l'Europe méridionale, et les pays de l'Europe septentrionale, l'Europe du Nord, qui sont des échanges fructueux, hein, extrêmement fructueux. Alors évidemment avec des aléas, il faut évidemment protéger les routes. On a vu d'ailleurs que les grandes compagnies qui mettaient en danger l'économie du royaume, et Louis XI s'est empressé tout de suite après, qui était un des plus grands rois. Hein. Je rappelle que c'est avec Louis XI que se termine la guerre de 100 ans, 1453 si j'ai bonne mémoire, 103 ou 54, je sais plus. Et la première préoccupation de Louis XI, c'est de restaurer la sécurité sur les routes commerciales, les routes de France. Je rappelle que le connétable du Guesclin avait emmené les cadets des familles féodales combattre en Espagne dans le cadre de la Reconquista pour les neutraliser, pour s'en débarrasser en fait. Hein. C'était d'ailleurs aussi une des fonctions de la croisade. On se débarrassait de la féodalité, des brigands féodaux, généralement donc des garçons qui n'héritaient pas parce que c'était l'aîné qui héritait du domaine et qui se taillaient des fiefs et qui sont allés se tailler des fiefs en Palestine. Donc le même système a perduré longtemps après. Donc voilà, donc l'Europe du Nord hanséatique. Pour en terminer avec les Maranes, du coup, ils arrivent avec des savoir-faire et des pratiques. Des pratiques financières. Alors, la première, évidemment, c'est l'usure, mais ça ne peut plus marcher, parce qu'entre-temps, il y a eu... Alors, il faut en parler, parce que c'est essentiel. Il y a eu la réforme. La réforme, Luther, qui va placarder ses 95 thèses sur les portes de château de Wittenheim, qui va se réfugier auprès des princes saxons, qui va traduire la Bible. Ça, c'est essentiel, parce qu'il va mettre à la portée du peuple un texte qui est le texte de référence de la chrétienté, mais qui, évidemment, était en latin ou en grec et qui n'était pas accessible au peuple. Et donc, la traduction de la Bible va avoir un effet important. Hein. Si vous lisez d'ailleurs ensuite, beaucoup plus tard, Max Weber ou Schumpeter, mais Max Weber en particulier, qui est un livre que j'ai ici, qui est essentiel, qui permet de comprendre l'influence du protestantisme sur l'émergence de la société industrielle. D'accord, de la révolution industrielle. Et donc on va parler de ça, parce que c'est de ça dont je veux parler depuis le départ. Les Maranes, eux, ils avaient une pratique qui était l'usure. Alors je rappelle qu'elle était condamnée, ça c'est essentiel, elle était condamnée par l'Église. Alors il faut revenir un peu en arrière, il faut revenir au Nouveau Testament. Dans les 4 évangiles, il est expliqué que le Christ, à un moment donné, a chassé les marchands du temple. Alors de quoi s'agit-il ? Souvent, quand on aborde ce sujet, on se fait traiter de judéophobe. Non, le Christ était juif. Et alors, d'aucuns nous disent non, il était essénien. Est-ce que c'est différent ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il était rabbin. Il était rabbi. Et Joshua. Et donc, et il chasse des marchands juifs d'un temple juif. Donc voilà, on ferme tout de suite cette parenthèse. En fait, le Christ était non-violent. Rappelons-nous, c'est l'essentiel de son message.
pour des raisons peut-être que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Il n'est pas du tout certain que la fuite de Marie et Joseph pour échapper au massacre des Saints Innocents se soit effectuée vers l'Égypte. C'était pas logique, puisque l'Égypte était une province romaine et que les gens qui l'ont prévenu étaient les mages, et que les mages, c'était des caravaniers. Donc très clairement... à mon avis, il a été un petit peu comme quand on cherche le Dalai Lama, on va chercher un enfant. Les moines tibétains cherchent un enfant, ils vont le chercher à l'autre bout du monde s'il faut. C'est un peu ce qui s'est produit à cette époque. Et donc, il a certainement été initié plutôt sur la route de la soie qu'en Égypte. Mais bon, ça, j'en ai pas la preuve, mais ça me paraît assez logique. Toujours est-il que... c'est pas moi qui le dis. Hein. Et donc... toujours est-il que le Christ est non violent. Il est non violent. Hein. Sa religion, c'est la religion de l'amour. C'est aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Aime ton ennemi. Hein. Ça va jusque là. Donc voilà. Et la seule et unique fois où il se met en colère et où il fait même preuve de violence, c'est quand il chasse les marchands du temple. Alors de quoi s'agit-il ? Il y avait des pratiques de prophylaxie, des pratiques religieuses qui consistaient à purifier les aliments, et c'était l'apanage des prêtres, hein, du Sanhédrin. Et donc ça se passait au sein du temple, mais voilà. Alors là, ça par contre c'est hypocrite, c'est pharisien. On ne pouvait pas laisser rentrer de l'argent impur à l'intérieur du temple. Alors ça, c'était un prétexte. Donc l'argent des Romains ne pouvait pas rentrer à l'intérieur du temple. Donc il y avait un bureau de change à l'entrée du temple. Et ce bureau de change permettait de percevoir un intérêt. Or, justement, la pratique du prêt-intérêt était interdite déjà dans la Torah. C'est dans le Deutéronome, chapitre 23, verset 20. Deutéronome 23, 20. Tu ne prêteras pas intérêt à ton propre frère. Parce qu'il savait très bien que c'était nocif. Attendez, ça veut dire qu'on pouvait prêter aux autres. C'est-à-dire, par exemple, on pouvait prêter à des goïms, hein, à des infidèles, en quelque sorte. Hein. Donc, mais on ne prêtait pas à son propre frère. Hein. Parce que ça, c'était parce qu'il savait que c'était nocif. Lorsque Madoff est fustigé, c'est pas parce qu'il a eu des pratiques d'escroquerie, hein, d'arnaque, c'est parce qu'il l'a fait à l'égard des coreligionnaires. C'est ça qu'on lui a principalement reproché. Donc, tu ne prêteras pas intérêt à ton propre frère, mais ça, c'est repris par l'Église, et surtout, du fait que le Christ se met en colère quand il chasse les marchands du temple, eh bien, les pères de l'Église ont estimé que eh bien, c'était quelque chose de très, très important, et donc ont condamné l'usure. Alors, l'usure, c'est-à-dire en fait le prêt-intérêt. Alors l'usure, c'est vrai que c'est le taux qui permet de dire qu'on est à un taux usuraire, c'est excessif. Mais ça, c'est plus possible dans un monde protestant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les marranes arrivent dans les Pays-Bas espagnols, ils sont confrontés à des marchands et des marchands banquiers. Hein. Alors là, sur ces thèmes-là, il faut lire Jacques Le Goff, hein, c'est l'ouvrage de référence, hein, marchand banquier du Moyen-Âge, aux éditions, je crois, Presse universitaire de France, un petit livre rouge. Lorsque les marchands banquiers protestants du nord de l'Europe, quand les marranes sont confrontés eh bien, ils ne peuvent pas se permettre de pratiquer des taux d'intérêt usuraires. Parce que eux, les protestants, pendant des siècles, ont été victimes des interdits de l'Église qui frappaient le prêt-intérêt. Et pour que la pratique du prêt-intérêt soit acceptable, il fallait qu'elle soit mesurée, qu'elle ne soit pas excessive. Et donc, ils vont développer, donc, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier des mêmes taux d'intérêt que lorsqu'ils étaient les seuls banquiers officiels de l'Europe, eh bien, ils vont mettre en œuvre d'autres pratiques financières, et notamment la vente à terme. La vente à terme, c'est l'origine des dérivés aujourd'hui. Hein. La vente à terme, de quoi s'agit-il ? Eh bien, vous avez de l'argent, vous êtes un riche banquier marane, alors ensuite, bien sûr, protestant, et d'ailleurs, au final, judéo-protestant, hein, vous allez acheter une récolte, mais vous achetez la récolte avant la moisson, avant même le semis, voyez ? Et donc vous allez voir le paysan et lui dire, bon, tu sais pas ce que sera la météo peut être mauvaise, donc tu n'es pas sûr d'avoir une bonne récolte, et tu n'es pas sûr de pouvoir vendre ton blé. Mais moi, je te l'achète dès maintenant, mais à un prix, évidemment,
qui me favorise. Hein, donc voilà, alors tu fais ce que tu veux. Si tu veux être sûr de vendre ta moisson, si ça se trouve, la récolte sera mauvaise et c'est moi qui serai lésé, mais si tu veux être sûr de vendre ta moisson, tu me la vends maintenant tout de suite et moi je t'en fais un bon prix, bien sûr en dessous du cours normal, mais ça c'est la vente à terme. Alors évidemment, une fois qu'il a cette récolte, elle est sur papier, c'est une récolte sur papier, c'est un titre de propriété de la récolte, eh bien on va la revendre. Il va la revendre, c'est-à-dire qu'elle va circuler, l'action, c'est l'ancêtre, l'action va circuler. Et il va y avoir tout un phénomène de spéculation pour vendre à la baisse, de spéculer à la baisse ou à la hausse en fonction, par exemple, de la météo ou d'un certain nombre d'autres paramètres, des guerres, enfin de tout ce qui peut entraîner un surcoût ou au contraire, voilà. Donc ça c'est la vente à terme. Alors ça aboutira à toute une série de techniques spéculatives qui vont aboutir au marché des dérivés que nous connaissons aujourd'hui. Et qui étaient déjà à l'époque des facteurs d'inflation, parce qu'aujourd'hui, dans l'époque actuelle, on a tendance à l'oublier, mais si les prix augmentent un peu de partout, et notamment les prix alimentaires, c'est pas si assez pratique là. Tout à fait. Et notamment, alors il y a dans toutes les écoles de commerce, on vous parle de la fameuse crise de la tulipe. Alors il y a dans la littérature française en parle, puisque c'est Alexandre Dumas dans La Tulipe noire qui décrit un certain nombre de ces phénomènes. Et c'est dans toutes les écoles de commerce, on vous parle de cette fameuse crise de la tulipe qui est devenue une espèce de marché hyper spéculatif sur des bulbes de tulipes, avec donc effectivement création de nouvelles espèces, etc. Mais voilà, qui permettait de spéculer au plus haut point. Et qui a entraîné une bulle des bulbes, qui a créé une situation de crise, de crash financier avant l'heure. Voilà. On est en quelle année là ? C'est le 18e siècle, si j'ai bonne mémoire, 18e siècle. Donc quasiment 200 ans après le début. Alors ça c'est très important, on va arriver à quelque chose de très important, c'est que on assiste là à la naissance du capitalisme anglo-hollandais. Alors, il faut reparler de la piraterie élisabéthaine, parce que c'est essentiel. Donc la France a tiré son épingle du jeu grâce à l'industrie du luxe. Elle a pris de l'avance sur le plan industriel à l'époque avec ses manufactures, avec le système du compagnonnage, des secrets de fabrication, du chef-d'œuvre, etc. Tout ça, qui était un truc qui fonctionnait très très bien. Mais elle va rester bloquée parce qu'elle n'a pas de banquier. Et donc si vous regardez la carte de la révolution industrielle, qui ne s'est pas faite au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est l'aboutissement final. Ça a été une lente progression. Eh bien, vous constatez que la carte du marchand recouvre la carte du réformé, et que, eh bien, les pays qui ont loupé le virage, qui ont raté le virage de l'industrialisation, sont les pays catholiques, les nations catholiques. Ce que dit Max Weber, en substance. Et donc, qui sont ces capitalistes qu'on voit apparaître à l'époque élisabéthaine? Eh bien, l'Angleterre, elle a misé non pas sur l'industrie, mais sur la piraterie. Alors, vous avez des grands pirates qui sont célèbres. Le plus célèbre d'entre eux, vous avez donc Francis Drake, vous avez Walter Raleigh et vous avez Martin Frobisher. Je garde le meilleur pour la fin. Le pire pour la fin. Tous ces gens-là ont été anoblis, Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh et Sir Martin Frobisher. Alors ces gens-là ont rempli les caisses de la couronne d'Élisabeth Ier, Élisabeth d'Angleterre, avec le fruit de leur rapine. Alors évidemment, ils en gardaient pour eux, soyons clairs, ils se sont considérablement enrichis, mais voilà, alors c'était des vrais pirates, c'est-à-dire que peut-être à certaines occasions ont-ils eu une lettre de marque qui en faisait des corsaires à la course, mais soit la lettre de marque, elle était établie au retour en échange d'un certain nombre d'espèces sonnantes et trébuchantes, soit si elle était floue,
soit, eh bien, quand elle était stricte, eh bien, on outrepassait les termes de la lettre de marque. Et de marque, je rappelle, c'était ce qui autorisait un marin à pratiquer la course, corsaire. Donc, de par la volonté du monarque. Et donc, en fait, il s'agissait bien de pirates. Et quand vous regardez le fondateur de la Bourse de Londres, c'est un pirate. Il s'appelle Martin Frobisher. Et ce Martin Frobisher, quand vous lisez sa fiche Wikipédia, on vous dit navigateur, explorateur. Non, c'était un pirate authentique. Et donc, la Bourse de Londres a été créée par un pirate. Et je vais faire un saut dans l'histoire parce que le plus célèbre, enfin le plus cruel de tous les pirates, c'était Henry Morgan. Henry Morgan, qui donc était un pirate de la Jamaïque, à l'époque où la Jamaïque était aux mains des Anglais. Et donc, il était le neveu du gouverneur de la Jamaïque. Et ce fut le plus cruel de tous les pirates. Il faisait sa réputation le précédait, ce qui fait que les gens s'enfuyaient à son arrivée, ce qui lui permettait de prendre plus facilement le contrôle des villes qu'il attaquait sur le littoral sud-américain, latino-américain. Et donc, il torturait systématiquement les gens pour asseoir sa réputation de cruauté, même quand ils n'avaient rien à donner. En tout cas, les gens lui donnaient toujours, tout de suite, leur bas de laine. Et donc, il s'est retrouvé à la tête d'une fortune colossale, et il se trouve qu'il est mort sans enfant. Et avant de mourir, il a légué sa fortune à un de ses neveux, qui s'appelait Charles Binlos, qui est devenu ainsi Charles Binlos Morgan. Alors j'ai eu beaucoup de mal à retrouver la généalogie de John Pierpont Morgan, mais il se trouve qu'il y a un généalogiste qui s'appelle Tim Dowling qui a établi la généalogie du créateur, du fondateur de la Chase Manhattan et de la JP Morgan, qui sont des banques modernes, et qui est le fondateur de la Réserve fédérale. Reserve Federal Bank, à l'occasion d'un complot qui est décrit par Anthony Sutton dans un livre qui s'appelle The Federal Reserve Conspiracy en anglais, et donc que moi j'écris en 2 mots, un conspiracy, parce que il s'agit bien de pirates. Et donc on arrive à remonter, Tim Dowling remonte à Charles Binlos, et donc la Réserve fédérale, la banque des banques, la banque centrale américaine, a été, qui n'a de fédéral que le nom, qui a confisqué la création monétaire au peuple américain, a été fondée par un pirate. Donc les 2 grandes places financières de la planète, les 2 principales places financières de la planète, la City de Londres et la Réserve fédérale et Wall Street, ont été créées par des pirates. Donc c'est bien ce qui... Alors ça va entraîner évidemment une réaction, parce que évidemment cette piraterie, elle s'attaque principalement à des intérêts ibériques. Et plus spécifiquement à des intérêts hispaniques et espagnols. Et là, les Espagnols vont d'abord faire le dos rond, ils vont constituer des convois pour les protéger avec leur marine de guerre, etc. Mais il y a toujours un retardataire qui se fait attaquer par une meute de pirates. Et donc, au bout d'un moment... alors, il y a un excellent film sur le sujet qui s'appelle... Donc, c'est Elisabeth, l'âge d'or, avec Kate Blanchett, qui est remarquablement fait, et sans état d'âme, voilà, c'est parfaitement assumé, et où on voit les diverses ambassades hispaniques. Alors l'ambassadeur d'Espagne, évidemment, a toutes les caractéristiques d'un mort, donc le bon vieux racisme darwinien est passé par là, anglo-darwinien, mais toujours est-il que toutes ces ambassades hispaniques sont éconduites. Et ça aboutit à un clash, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le roi espagnol Philippe II d'Espagne décide qu'il faut en finir. Alors, en fait, il y a 3 raisons qui vont entraîner sa réaction. Donc, il va essayer d'envahir l'Angleterre avec une marine de guerre puissante, qu'il a imprudemment appelée l'invincible Armada, qui va alors, il y a 3 raisons. D'abord, effectivement... en finir avec la piraterie, mais également, il y a le fait qu'à l'époque, l'Angleterre finance le séparatisme hollandais et donc la sécession des provinces unies, donc les Pays-Bas espagnols. Et puis il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est l'exécution de la reine d'Écosse, qui est catholique, Marie Stuart. Et donc c'est ce qui va entraîner donc la décision de Philippe II de lancer une expédition en Angleterre, donc l'invincible Armada, qui va jouer de malchance, puisque le jour
le jour de l'engagement, l'amiral de la flotte espagnole est malade, gravement, et donc il n'est pas capable de tenir son commandement. Et puis il y a une tempête, une terrible tempête, qui va drosser les navires espagnols sur les récifs de la côte d'Angleterre. Et donc ils vont être obligés de se réfugier dans les criques, et les marins, les pirates britanniques anglais, c'est comme au défilé des Thermopyles, ils ont très peu au sortir de ces criques, ils ont très peu de vis-à-vis, et donc ils vont incendier notamment les navires de la flotte anglaise. De la flotte espagnole, excuse-moi, oui. Alors là, il va y avoir une prise de conscience des Anglais qui vont s'apercevoir qu'on ne peut pas être insulaire et compter sur des flibustiers pour assurer à la fois la défense et l'approvisionnement du royaume. Et donc ils vont décider de développer une marine de guerre, et aussi une marine marchande, mais principalement une marine de guerre. Donc on va sortir du système privatif, pas complètement, jamais, on n'en est jamais sorti, mais on va créer une marine. Et là, comment va-t-on faire ? On n'a pas les moyens de le faire, donc on va faire ça à crédit. On vit au-dessus de ses moyens, on fait ça à crédit. Et pourquoi on peut le faire ? Parce qu'on est protestant et qu'on peut pratiquer le prêt intérêt. Avec les marchés boursiers ? Alors voilà, c'est un emprunt qui s'appelle les Navy Bills, et qui va permettre de créer cette marine de guerre anglaise, et qui va donc permettre de sécuriser les voies maritimes et de faire de l'Angleterre l'empire maritime qu'elle est devenue, la thalassocratie qu'elle est devenue par la suite, et qui a déteint sur le Nouveau Monde avec la thalassocratie américaine, en fait, que moi j'appelle Atlante. C'est les Atlantes, c'est le continent Atlante, c'est le continent qui va couler financièrement d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est la vraie genèse du capitalisme anglais. Et alors il va y avoir une deuxième étape, c'est l'amiral de Reuters qui est un Hollandais qui est l'amiral de la flotte hollandaise, qui va, à l'époque de Guillaume III d'Orange, incendier là aussi la marine britannique au mouillage. C'est la bataille de la Boyne, donc la bataille des orangistes, c'est la naissance du mouvement orangiste. Et Guillaume III d'Orange va devenir roi d'Angleterre. Et donc là, il va y avoir une fusion entre les pratiques du capitalisme de la piraterie élisabéthaine, donc capitalisme anglais, et du capitalisme hollandais. C'est la glorieuse révolution qui va déboucher sur des pratiques communes, et donc engendrer l'émergence du capitalisme qu'on dit habituellement anglo-hollandais. Et c'est un moment, enfin, il y a beaucoup de moments importants de l'émission si vous nous écoutez, mais c'est là que vont naître, puisque c'est à ça qu'on va arriver avec la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, et l'East India Company anglaise, qu'on va assister à la naissance de ces opérations maritimes qui vont créer des comptoirs et des colonies, et qui vont perpétuer cette mentalité coloniale et de comptoir, de pillage, d'opération par la force, mais le capitaine va nous raconter ça très bien. Alors effectivement, vous abordez là quelque chose, tu abordes là, en privé on ne saurait pas se tutoie, donc pas d'hypocrisie, donc tu abordes là un sujet essentiel, parce que on a bien compris que tout ça, c'est une affaire de rente coloniale, et que c'est bien l'Empire britannique qui est en train de se créer. Et il se crée par l'intermédiaire de marins. We rule the waves, c'est ce qu'ils disent. On commande aux vagues. C'est l'empire maritime, la thalassocratie anglo-saxonne. Alors, même si au départ, il y a des rivalités anglo-néerlandaises, mais après... Absolument. Elles sont d'ailleurs... acerbes, c'est pas, on plaisante pas, absolument. Et donc, d'ailleurs, on va voir que c'est un phénomène qui va avoir une importance capitale. Alors, donc,
les marins anglais vont commencer par créer une compagnie. Alors c'est une compagnie marchande qui s'appelle l'East India Company et qui est créée en 1600. Et cette compagnie, alors je vais vous lire c'est un passage d'une de mes conférences qui évoque ça. Voilà, parce que c'est un point essentiel pour comprendre le fonctionnement. Voilà. Le mercenariat est une pratique venue d'un lointain passé. Avec l'avènement des nations, cette pratique avait globalement régressé, mais sans jamais disparaître, notamment chez les anglo-saxons, où les compagnies maritimes à Chartres embarquaient des Marines. La British East India Company, fondée le 31 décembre 1600, avait de 1757 à 1858 un budget de 14 millions de livres. Vous pouvez me croire, pour l'époque, c'était une somme. Hein. C'est les triardaires de l'époque. Donc un budget de 14 millions de livres sterling et entretenait 260 000 hommes. On parle de marines, hein, c'est-à-dire des soldats embarqués, d'accord, de l'infanterie de marine. Soit le double de la British Army. Vous savez, le British Grenadier, les habits rouges, the Red Coats. Hein, le double. Selon l'expression consacrée, la compagnie régnait aux Indes. The company rules in India. Opposée à la Verenigde Ostindische Compagnie, la VOC, Verenigde Ostindische Compagnie, elle avait hérité du nomadisme de la piraterie élisabéthaine dont s'inspirent aujourd'hui les sociétés militaires privées, actuelles, et son recrutement hybride ressemblait à celui, par exemple, des djihadistes qui se radicalisent en prison. Pourquoi ? Parce que les gens qui embarquaient à bord des navires étaient souvent des gens qui avaient des choses à se faire pardonner, qui allaient se faire oublier pendant des années à bord des navires ou dans les colonies, et donc qui étaient des gens qui étaient des gens sans foi ni loi, des repris de justice, à bord des navires. Il faut avoir à l'esprit, par exemple, que c'était tellement rentable que c'était devenu un État dans l'État, avec des privilèges qui parfois ont été accordés à perpétuité, avec le droit de déclencher des guerres ou de faire la paix avec des peuples non chrétiens, de fabriquer de la monnaie en Inde. Donc vraiment une mentalité de prédateur, de pirate, et qui a construit cette mentalité anglo-saxonne qui en plus de dissimulation des profits. Voilà, alors c'est ce qui oppose, si vous voulez, cette mondialisation heureuse dont on a parlé tout à l'heure, qui était la route de la soie. Vous aviez des gens paisibles sur des routes qu'on voulait paisibles. Là, on vit par l'épée. C'est-à-dire et on va piller des gens qui, eux, vivent par la charrue. Donc des gens des sédentaires qui sont penchés sur la glèbe, qui ont un rapport à la marchandise qui est totalement différent, puisque ils ont creusé le sillon, ils ont labouré, ils ont semé, ils ont moissonné, ils ont moulu le grain, ils ont pétri la pâte, ils ont tissé l'étoffe, ils ont forgé le métal dans l'enfer de la forge, et donc ils ont travaillé au sens propre comme au sens figuré, ils ont travaillé à la sueur de leur front. Donc ils ont un rapport charnel à la marchandise, ils ont le sens de la propriété privée, que n'a pas forcément le nomade, que n'a nécessairement pas le nomade, qui lui vient chercher une marchandise à une extrémité du désert, du Taklamakan par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui la transporte pour s'en débarrasser, pour la vendre. Donc il n'a pas d'attachement, et qui n'a pas forcément la même... Et là encore, je ne fais pas de jugement de valeur, parce que ces deux modes de vie peuvent être complémentaires, la route de la soie l'a prouvé. Mais là, on a une pratique qui est guerrière. On n'a pas des paysans de la mer comme le sont les pêcheurs, on a des guerriers de la mer. Et on a des gens qui fuient sur les océans et qui sont souvent des repris de justice, qui ont essayé d'échapper à la justice, qui se sont embarqués pour échapper à la justice, et qui ensuite vont sans foi ni loi pratiquer des razzias sur le littoral ou sur des convois qui appartiennent à d'autres. Alors,
Mais là, je vais parler d'autre chose maintenant. Alors, avant que tu parles d'autre chose, moi je vais juste rajouter un dernier point parce que vous allez comprendre que c'est un élément déterminant pour l'histoire moderne. C'est que dans le cas de la VOC, donc la compagnie néerlandaise là, des Indes orientales, pardon, dans une situation, ils ont joué un gouvernement contre un autre. Voilà. Alors, effectivement, c'est une compagnie privée et elle a des actionnaires. Elle a des actionnaires qui sont à Amsterdam et qui ont un carnet de commandes. Donc, elle envoie... Alors, vous avez des marins, donc les gens, ils sont dans leur maison à Amsterdam. Ils vont pas aller jusqu'à Jakarta. Je rappelle Jakarta qui a été rebaptisé par les Hollandais Batavia, hein, après avoir été prise aux Hollandais et après que les Anglais eussent également ont été vaincus. Donc, Batavia... Donc tout l'océan Indien en fait appartient à l'époque aux Hollandais. Ils tiennent le cap, donc ça c'est essentiel. Et donc ils vont jusque donc en Extrême-Orient. Et ils partent avec un carnet de commandes. Donc voilà, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de ramener ce qu'on leur a commandé, des épices par exemple. Hein. Et évidemment, ils partent avec de l'argent. Il faut qu'ils reviennent avec l'équivalent ou l'argent ou l'équivalent. Mais tout le long de leur périple, ils vont faire du cabotage, ils vont faire des échanges, et comme ils connaissent les lieux, ils ont des contacts partout, dans tous les comptoirs, ils sont obligés d'aller au mouillage, ils ont des comptoirs partout sur la route, tout le long de l'océan Indien notamment, mais même à Elmina par exemple, hein, ça servira ensuite dans le commerce triangulaire, hein, etc., etc. Donc, ils vont aussi bien sur le littoral africain que sur le littoral indien, ils vont commercer et ils vont faire des bénéfices gigantesques qu'ils ne déclareront pas à leurs commanditaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir une double comptabilité qui va s'établir. Voilà. Et ça, c'est l'ancêtre de Clearstream. Et Clearstream, c'est la pratique de Clearstream, c'est une double comptabilité, une comptabilité mafieuse souterraine qui permettait de blanchir, par exemple, l'argent de la drogue, entre autres, pas seulement, ou de l'évasion fiscale, hein, tout simplement, et puis une comptabilité officielle. Alors là, informatisé, c'est ce qui a permis à Denis Robert et son contact au sein de cette chambre de compensation, hein, parce que c'est les chambres de compensation qu'était Clearstream ou CEDEL, alors vous avez, il faut lire, hein, tout Clearstream, c'est un bouquin qui fait, bien 6 cm d'épaisseur, un livre de couleur rouge, hein, dans lequel Denis Robert décrit de manière exhaustive et magistrale, hein, les pratiques de Clearstream, mais dont moi j'affirme qu'elles remontent à cette époque d'abord de la piraterie et ensuite de la compagnie, de la Vérénique de Ostindische Compagnie. Donc là, on a l'embryon d'une autre facette, on va dire, du capitalisme anglo-hollandais. Alors, hollandais en l'occurrence, mais qui va ensuite se retrouver dans les systèmes qui existent depuis les accords de Bretton Woods. Et surtout, qui va prendre racine dans cette mentalité de comptoir et de colonie, souvent de négociation ou de commerce imposé par la violence, le droit de déclencher des guerres, de renverser des gouvernements, de battre monnaie. On s'aperçoit que pour la VOC, la compagnie néerlandaise, il y avait plusieurs compagnies qui faisaient commerce. On va dire finalement non, ça diminue les produits, donc on va aller vers une compagnie monopolistique qui va effacer la concurrence. Amis auditeurs, on est déjà à plus d'1 heure et demie d'émission. Je vous propose de reprendre dans un autre volet de l'émission et on se retrouve très bientôt. À tout à l'heure.